Ce que je voulais nous dire, c'était la fierté que ce soit une 7e édition, parce que dans cette salle, il y a des personnes qui ont été là depuis le départ. Il y en a d'autres qui sont arrivées, et ce qui s'est passé, c'est que ce prix a grandi, me semble-t-il. Le sujet n'est pas le rayonnement, mais il a grandi en inspiration, en profondeur, en diversité d'histoires à raconter. Et je crois que ce qui se passe autour de l'écologie, c'est vraiment le moment d'une époque, d'un tournant, d'une bifurcation. Le romanesque, ce n'est pas l'engagement, mais le romanesque, si c'est une manière de susciter l'engagement, je crois que ce prix, ceux qui l'ont fondé, y aspirent fortement, et je voulais vous le redire. Clara Arnaud, Ananda Devi, Kaspar Koenig, Viviane Arine, Sophie Vandeveugle, Hélène Zimmer, vous avez construit des mondes possibles qui nous parlent finalement de la seule chose qui compte vraiment, l'art d'habiter l'espace et le temps de cette terre en locataire courtois et non en simple prédateur. Je pense que tout bon roman est d'écologie, parce qu'un roman qui n'est pas un minimum ancré dans un lieu, dans des saisons, qui n'est pas bouleversé par ce lieu, par ces saisons, j'y crois pas tout à fait. Comment on interagit avec le paysage par le biais d'une langue. Et c'est ça quand même l'art du roman, c'est de porter cette langue pour essayer d'interroger tout ce qui nous entoure. Parce que finalement, mes deux premiers romans, il y avait quelque chose de très solitaire, et ça va peut-être aussi avec l'écologie et ce que tu disais sur les questions des fantasmes qu'on a inventés. C'était des personnages un peu seuls contre le reste du monde. Et ça, je crois que c'est une forme dont j'ai envie de me défaire. Il me semble qu'on vit aussi aujourd'hui cette question de comment est-ce qu'on passe d'une écologie pensée, législative, virtuelle, pas seulement dans les jeux vidéo, à un principe de réalité qui, dès qu'on arrive à la réalité, ne conduise pas au renoncement. Et donc, je pense que dans le romanesque depuis 2018, on sent la question de cette utopie. Va-t-on pouvoir la réaliser, et jusqu'à quelle échelle ? Moi, je crois que tu as transmis bien plus que tu ne le crois. Malgré toi, parfois, des savoirs, pas juste avec tes mots, mais ta manière d'être, de te tenir. Il s'interrompit. L'émotion l'avait gagné. Jean lui avait appris un métier, mais lui avait surtout appris à regarder le monde, à rester debout dans les tempêtes, à accepter de pleurer parfois, puis repartir par tous les temps. Et face à lui, ce n'était pas un héros ni un vieux sage, mais un homme au crépuscule de sa vie, qui retrouvait le goût de la chair passé 80 printemps. Elle avait méprisé d'égale manière Charles et Emma. Aucun des deux n'avait trouvé grâce à ses yeux. Mais maintenant, chaque mot est une coupure en elle. Chair des femmes entaillées, disséquées. Et entaillées aussi, René et Abby. Le scalpel n'est pas personne. Seule Sarah échappe à la condamnation, à la culpabilité, comme la fille d'Emma. Pourtant, elle ne sera sauvée par personne, elle non plus. Voyez cette lourde terre argileuse, naturellement fertile, réduite à des blocs compacts, dégageant une odeur désagréable et acide. Le moindre choc la réduisait en poussière. La moindre averse la transformait en une gigantesque flaque de boue, forçant Arthur à interrompre ses travaux. Selon certaines études scientifiques, les fleurs pousseraient plus vite en musique, car elles sont sensibles aux vibrations. Chez Terlaak, par exemple, je choisis les plants sur de la techno polonaise poussée à plein volume dans les 10 hectares de serre. La majorité des ouvriers, ceux qui plantent les jeunes pousses, fixent les tuteurs, chargent ou déchargent les plants, sont polonais. On ne les voit que très rarement, car tout est automatisé. Seule la fréquence radio indique leur présence. Les phalaenopsis tremblent au rythme des basses, comme des rangées de speakers blancs minuscules, alignés sur des centaines de mètres. On ne s'entend pas, mais cela ne fait rien. J'ai remarqué que Hugo et moi n'avons plus toujours besoin de nous parler. On examine les fleurs, on se regarde, et il sait lesquelles j'ai choisies. On vit au-dessus de la canopée les flammes grandir, bondir pour avaler, enrager chaque art que les soldats essayaient d'épargner. Hormis Joseph et Nino, qui repensèrent à la vue depuis la chapelle Sainte-Anne, jamais jusque-là les gars ne s'étaient sentis aussi petits, aussi insignifiants, et leur vint l'impression de se battre avec des parapluies contre des bombes. Devant eux avançait le brasier. Pas un ne put, à cet instant, lutter contre la certitude soudaine de n'être qu'un pion de bois que le feu prendrait en une seconde. Rien ne doit trahir sa présence. Il déplume le premier faisan qu'il croise. Il croque, remonte à l'arbre,
digère pendant le sommeil. Le lendemain, il cherche un arbre mort. Il lui faut un tronc long de 4 mètres qu'il puisse soulever. Il cherche, soupèse et dort. Un sourire s'enfonce en lui et prend racine dans son ventre. À l'aube, le sourire fleurit. Ça fait 1 an que la lettre est venue se clouter sur son panneau. C'est un bon jour pour disparaître. Nul besoin de peindre sa peau avec de la terre mouillée, ni de tailler des branchettes pour se plumer la tête. La poussière s'est incrustée dans les plis de sa chair. La nature l'a avalée. Il guette sa proie de métal. Je voulais écrire un roman sur notre société et sur 2 jeunes gens plongés idéalistes et plongés ensuite dans le réel, administratif, économique, social et agronomique. Et le ver de terre est venu un peu par hasard parce que moi aussi je bêche comme Arthur. Et petit à petit j'ai trouvé que c'était un animal non seulement fascinant mais en plus pour lequel la bibliographie est assez limitée. C'est le seul sujet d'ailleurs sur lequel YouTube est fini. C'est-à-dire que quand vous tapez lombric, vous avez 27 vidéos et après c'est terminé. Puis alors évidemment ils ont une sexualité absolument fascinante qui fait l'objet de pages, j'espère, épiques dans le livre, puisque ce sont des hermaphrodites d'un genre tout à fait particulier, mais je pense que voilà, j'en resterai là sur ce point. On a exactement le même âge et je trouve que c'est un livre qui m'est adressé puisque ça ouvre une piste. Et je trouve que notre génération manque cruellement de pistes malheureusement, et c'est aussi ça le rôle que peut avoir la littérature, c'est ouvrir des possibles. Donc voilà, est-ce que ça va continuer à vous animer en tant que romancière? En fait, à chaque fois qu'on me parle de ce livre, il y a beaucoup de gens qui sont sûrs en fait que j'ai voulu écrire une dystopie. Ça n'a pas du tout été mon projet. Depuis le départ, je me suis toujours dit je voudrais écrire un roman réaliste et un roman social. Et je pense qu'en fait, le fait de parler de ça comme d'une dystopie témoigne du niveau de déni dans lequel on se trouve en fait. Parce que quand j'écris que des gens luttent contre les feux, que ça brûle des quartiers entiers, ça se passe actuellement et ça se passe pas très loin de chez nous. La première chose, le premier, entre guillemets, éco-geste, terme dont je ne suis pas fan, mais bon, on va dire éco-geste qu'on puisse faire et qui ait le plus d'impact pour l'écologie, c'est clairement, c'est pas devenir végétarien, encore moins être flexitarien, parce que ça c'est vraiment le mot des lobbies de la viande, c'est être vegan tout simplement. Et même si tout le monde critique ça, je pense qu'il faut tout simplement ouvrir les yeux, s'informer et accepter que notre normalité n'a plus rien de normal. On parle beaucoup de recréer du récit dans le milieu écologiste, on parle de créer des imaginaires. Je pense que votre ouvrage est une bonne porte d'entrée pour sensibiliser à l'écologie à travers ces personnages, à travers aussi ces contradictions, ces positions un peu fermées. Et malgré tout, je pense que c'est ce qu'il faut retenir aussi du livre, c'est que malgré tous ces antagonismes, on est tous dans le même bateau, il faut avancer ensemble. Et moi, c'est ce que je retiens et c'est ce qui me marque encore aujourd'hui. Voilà. Je voulais par exemple pas que le berger soit cantonné à une image d'Épinal, mais à la réalité notamment technique de son métier, qui est un métier très exigeant, aussi à la réalité politique, administrative, sociale. Je voulais que l'ours soit pas une figure mythologique, mais vraiment un animal qui est restitué dans sa biologie, sa vie quotidienne, comment il est. Donc ça c'est pour la partie documentation, mais qu'en même temps tout ça soit transcendé par quelque chose de très sensoriel, de très charnel, et ça littéralement parce que j'ai écrit ce roman depuis la montagne, en étant baignée dans cette montagne qui est chez moi, que j'habite aussi, et que voilà, c'était pas un travail de documentation fait de l'extérieur, c'était plus de l'immersion, et même au-delà de ça, puisque je m'y suis installée en écrivant ce livre. J'avais vraiment envie de partir de la marge et donc de cette annonce. Bon bah voilà, il reste un grand parc national en France et à partir d'aujourd'hui, plus personne ne peut y entrer. Parce qu'on estime qu'avec une société privée qui a plus d'argent, la gestion sera assurée de manière un peu plus efficace. Donc gestion des ressources animales et végétales. Et du coup, ce journaliste écolo qui est vraiment du côté des luttes, donc de l'empêchement de la privatisation des espaces naturels. Cette jeune fille qui n'est pas du tout sensibilisée à l'écologie et qui cherche le travail en fait, qu'on lui donne le mieux payé possible. Et cet Arnaud qui cherche la nature, mais
parce qu'il cherche ce qu'il y a de plus vivant en lui, voilà, vont éclairer en fait cette interdiction qui a vocation à préserver le sauvage. Mais en fait, c'est 3 personnages qui eux aussi cherchent à préserver leur part sauvage. Ananda Devi fait de sa terre natale, l'île Maurice, la narratrice de ce conte magique et cruel qui mêle réel et imaginaire pour condamner l'avidité des humains. Sous le soleil riche de l'île et l'abondance des fruits aux parfums suaves se cache une autre réalité, celle de la montée des eaux, conséquence du réchauffement climatique. En même temps que toute cette histoire de l'orchidée, on suit Sylvain, et puis il y a et ses racines, voilà, parce que donc ce personnage-là est issu d'une famille de grands industriels, mais le père de Sylvain a refusé de prendre la suite, a refusé l'héritage, et donc il y a comme ça une espèce d'impossibilité à la transmission, puis des racines coupées. Au début, il y a 7 ans, on a un peu de mal à trouver une liste de 6 bouquins qui parlent de problématiques écologiques. Maintenant, on en trouve plus facilement. On peut faire l'hypothèse qu'il y a un développement de ces thématiques-là dans la littérature. Bien. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une grande diversité. Là, les 6 bouquins dont on vous a parlé, il n'y en a pas 2 qui se ressemblent. Heureusement. Et en termes de pensée, en termes d'écriture, en termes de dramaturgie, ils sont tous différents. Et je trouve ça très très bien. C'est vraiment ça aussi le roman d'écologie, c'est le roman enraciné avec quelque chose qui fait avancer la dramaturgie. Mais ça peut être plein de choses, ça peut être l'homme et l'animal, ça peut être l'homme et le végétal, ça peut être le politique, ça peut être le etc., 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 etc. Là, on en a eu 6 exemples, tous différents. Les 6 romans sont extraordinairement différents, mais en vous écoutant, j'ai trouvé une résonance sur la question de la marge. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur l'idée que, au fond, la marge nous indique ce qui va devenir société. Donc ça, c'est intéressant parce que ça a toujours été un sujet des écologistes. Ils étaient à la marge, mais ils n'ont pas réussi à faire société de manière majoritaire. Et donc cette question de la marge qui peut devenir majoritaire, moi je l'ai senti assez fortement, c'est qu'il y a un sujet sur les luttes, la guerre, la conflictualité qui est quand même beaucoup plus fort que l'année dernière, et j'y trouve évidemment une résonance avec les soulèvements de la terre, la criminalisation des mouvements écologistes. Je pense que quelque chose est en train d'apparaître en termes d'assumer la conflictualité. Le livre qui a reçu le prix, c'est celui de Clara Arnaud. Et vous passerez comme des vents fous.